Merci de nous retrouver sur ce forum de discussion. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, l'un des chantiers qui tient à cœur au gouvernement du président Patrice Talon est la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour répondre aux besoins du marché de l'emploi et lutter contre le chômage des jeunes. En la matière, il faut le dire, de gros efforts sont faits, mais question, est-ce la réelle porte de sortie face au chômage des jeunes? Nos invités tenteront de répondre à cette question dans un contexte où les premières journées de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se tiennent au palais des congrès. Wassiou Kassaliou, bonjour. Oui, bonjour, madame la journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Vous êtes chargé de la formation initiale et des alternatives éducatives à la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Alors, Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des questions liées à l'éducation. Et à Merci la culture, d'être avec nous ce matin. Oui. Justine Obiera, bonjour, l'incontournable invité des jeudis. Alors, nous parlons ce matin de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est une volonté clairement affichée de faire la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Patrick Diossou, vous comprenez-vous cette volonté du gouvernement de mettre en priorité ce secteur ? Oui, je comprends cette volonté justement parce que il y a eu un moment où l'enseignement en Afrique en général, en Afrique francophone en particulier, je dis Afrique francophone parce que les anglophones ont un autre système d'enseignement. Ouais. En Afrique francophone et surtout au Bénin, l'enseignement s'est appesanti sur la théorie, plus que la théorie. Et lorsqu'on sort de la théorie, il n'y a rien qui soit pratique en main et on a formé beaucoup de théoriciens. On a formé, j'en suis un, ce n'est pas que ça ne nous rend pas fiers d'avoir cette théorie plein la tête, mais dans la société, il faut aussi des théoriciens. Il faut des théoriciens, c'est vrai. Mais dans la pratique, dans le système de pratique, on a laissé, on a considéré que la pratique, c'est pour ceux qui ne sont pas évolués intellectuellement. On a considéré que tout ce qui est pratique, tout ce qui peut être manuel, tout ce qui peut être technique, mais même temps, sans considérer la pratique, mais tout ce qui est technique, il faut avoir un niveau qui ne soit pas très élevé, parce qu'on n'a pas pensé que les mathématiques servent à la technique. On n'a pas pensé que la science physique qu'on apprend en classe sert à la technique. On n'a pas pensé que tout ce qu'on apprend comme théorie c'est à la pratique, c'est à la technique. Et on a évolué comme ça et on s'est retrouvé en situation où l'enfant qui a comme père un menuisier se dit non, je ne peux pas aller à l'atelier du père, il faut que j'étudie correctement. Or, il suffisait qu'il continue d'aller à l'atelier de son père, qu'il étudie les sciences économiques par exemple, et qu'il puisse s'occuper de l'atelier de son père pour le faire fructifier et trouver de grands marchés. On n'a pas compris ça. Et on a souvent pensé que c'est des métiers, de bas niveau. De bas niveau, et c'est ce gouvernement qui vient de comprendre, enfin qui a commencé à comprendre depuis 2016 que non, l'enseignement pratique, l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, c'est cela qui a fait de Paris ce que Paris est actuellement. Enfin, quand je donne juste l'exemple de Paris, Paris ne s'est pas fait juste par la théorie, mais par la pratique. D'accord, très bien. Justine Obiera, vous pensez que le gouvernement a vu juste ? Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec M. Diossou. Vous savez, nous sommes partis d'un problème. Les paradigmes de l'emploi ont changé. Et l'État est dans son rôle parce que l'État, en tant que détenteur du pouvoir, de la politique de l'emploi, doit favoriser l'insertion professionnelle à tous ses citoyens. Oui. Autrement, il ne nous permet pas de nous développer parce qu'il faut du travail pour assumer tous les besoins vitaux. Et si vous prenez la pyramide de Maslow qui hiérarchise les besoins, on parlera plus tard des besoins de sécurité, des besoins d'estime, des besoins d'appartenance, des besoins de réalisation. Bref. Et donc, les paradigmes ont changé, disais-je. Nous avons traversé des ères, l'ère de la cueillette, l'ère agraire, l'ère de l'industrialisation. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique.
Et s'il est vrai qu'à un moment donné, au XVIIe siècle, même depuis le XVe siècle, les entreprises, il y avait l'essor industriel, cela créait des besoins de services, des besoins de compétences pour appuyer les entreprises. C'est ça l'histoire de base, c'est ça la genèse. On avait senti à un moment donné de créer, d'avoir des compétences pour aider, pour être des services support aux entreprises. Mais chemin faisant, ces entreprises ont atteint un niveau de saturation de main-d'œuvre, un niveau de saturation en termes de consommation de ces compétences support. Et lorsque je parle de compétences support, ne cherchons pas loin. Il va juste s'agir de nous projeter dans les fonctions de l'entreprise développées par Henri Fayol pour voir qu'il y a les fonctions administratives, il y a les fonctions financières, les fonctions commerciales. Mais que vous soyez comptable, le comptable est un service support pour l'entreprise. Que vous soyez commercial, c'est un service support pour l'entreprise. Que vous soyez secrétaire. Et donc, à un moment donné, on a atteint un niveau de saturation. Si bien que l'offre demandée par les entreprises était devenue largement inférieure ou bien était devenue presque inexistante par rapport à la demande surabondante sur le marché. Et ce déséquilibre a amené l'État à penser à la responsabilité pour dire désormais, au lieu d'encourager les services support aux entreprises, stimulons, mettons en place les moyens qu'il faut pour envoyer les jeunes vers les supports métiers. Parce que l'entreprise se définit d'abord par ce qu'elle fait et non par les services support. Et c'est pour ça qu'il y a cette dynamique, ce langage, l'évangile des formations techniques et professionnelles qui sont en train d'être prêchés de la plus belle des manières, soutenus par des actions concrètes avec la grâce du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, on peut dire que le bout du tunnel est en train d'être trouvé. D'accord. Alors, Monsieur Wassiou Kassaliou, vous qui êtes au cœur même de cette ambition du gouvernement, quel est l'objectif d'ici, par exemple? Est-ce qu'il y a un horizon? Est-ce qu'il y a des objectifs derrière, on va dire, cette ambition affichée de faire la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle? Oui, merci beaucoup, madame la journaliste. Il faut dire, avant de parler des objectifs, il faut d'abord aller à la source du problème. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé en 2016 pour que le gouvernement décide de faire de ce secteur une priorité? C'est-à-dire, lorsque le président Patrice Talon est arrivé en 2016, il a lancé les grands chantiers pour la reconstruction de beaucoup de secteurs d'activité. Il s'est fait qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre sur le marché. Donc, ce sont des étrangers qu'on sollicitait pour faire ce travail-là. Il y a des entreprises avaient des besoins en ressources humaines, mais qu'elles ne trouvaient pas sur place. Voilà, exactement. Donc, cela a mené à revoir carrément le dispositif dans sa globalité. Ainsi, en fin 2019, nous avons élaboré et adopté la stratégie nationale de l'enseignement technique de la formation professionnelle, qui est mise en œuvre depuis 2020 avec la mise en place de l'Agence de développement de l'enseignement technique qui, en collaboration avec le ministère, sont en train de bâtir quelque chose de nouveau et de plus performant pour notre jeunesse. Et pour ça, on s'est fixé un objectif que ça veut dire estimé trop ambitieux, que d'ici l'horizon 2030, on puisse avoir 70% de nos jeunes dans la formation technique et professionnelle. 70%. Et attention. Et 30% dans l'enseignement général. Exactement. En le disant, ce n'est pas seulement pour l'enseignement secondaire seul, ça part bien de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, et aussi ça intègre aussi les alternatives éducatives proprement dites. C'est-à-dire toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance de faire d'abord l'école de base jusqu'à un niveau donné, qui très tôt n'ont pas eu la capacité de faire l'école régulière après d'aller faire la formation professionnelle, puissent être recueillis dans d'autres dispositifs de formation. D'accord. Même sans faire l'école aujourd'hui, on peut apprendre à travers les langues nationales. Donc tout ça, c'est un dispositif qu'on met en place aujourd'hui pour pouvoir favoriser le plus grand nombre en termes d'apprentissage aujourd'hui. Et ça aussi, la Chambre des députés de l'artisanat du Bénin a été mise en place pour accompagner davantage ce dispositif. Et je précise, déjà nous sommes sur un nouveau chantier qui est la réforme de l'apprentissage dans sa globalité. Donc, à part les lycées techniques en bonne et due forme et les centres de formation professionnelle, même les entreprises, les ateliers autour des artisans qui font aussi de l'apprentissage, qui intègrent la formation technique professionnelle, eux aussi, nous sommes en train de bâtir un chantier à ce niveau aussi. D'accord. Donc, l'horizon, c'est qu'en d'ici 2030, on puisse avoir 70% dans l'enseignement technique et professionnel, ça pour le bien de notre jeunesse. Très bien. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui de façon concrète pour atteindre cet objectif? Quelles sont déjà les bases, les fondements mis en place? Voilà. Aujourd'hui, il faut dire, comme on le dit, nous formons pour le marché de l'emploi.
Et c'est le secteur privé qui est le plus grand embaucheur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le fondement, c'est que nous sommes en train de mettre en place un mécanisme où le secteur privé va jouer pleinement son rôle. Pas plus tard qu'il y a un mois environ, on a fait un symposium avec le secteur privé pour davantage les impliquer dans le dispositif de formation. Même pas impliquer, c'est qu'on fait un coportage du dispositif à tous les niveaux. Au niveau stratégique, on aura une collaboration concertative. Au niveau territorial, aussi concertatif, mais au niveau établi, c'est une concertation contributive, où les entreprises ont participé pleinement à la formation de nos jeunes à travers le dispositif de la formation par alternance. Ça, c'est une base qui est donnée. Nous sommes en train de revoir tous les tests réglementaires. Comme vous le savez, en 2021, il a été voté la loi portant loi cadre de l'enseignement technique de la formation professionnelle, où aujourd'hui on donne une part importante au secteur privé, avec des avantages qui vont avec. Donc tout ça est déjà mis en place comme dispositif. À part ça, aujourd'hui, le principal défaut que nous avons, c'est un problème d'accès. Les capacités pour accueillir les apprenants sont un peu limitées. Donc, qu'est-ce que nous envisageons? Nous envisageons maintenant la construction de nouvelles structures de formation. Et pour ça, c'est déjà annoncé, bientôt, depuis 2 ans, on en parle déjà, mais aujourd'hui, les travaux ont beaucoup avancé. C'est la construction des lycées techniques agricoles qui vont vraiment favoriser beaucoup d'apprenants pour pouvoir avoir la formation. Là, on aura 30 lycées techniques agricoles et tous les lycées techniques industriels qui existent actuellement seront totalement rénovés. Seront rénovés pour avoir plus d'équipements, pour faire une formation de qualité. À part ça, nous sommes en train de voir le mécanisme d'intégrer dans les entreprises même la formation pleinement. Donc, l'apprentissage sera aussi développé. Aujourd'hui, dans les entreprises. Exactement. Oui. Et aujourd'hui, l'expérience palpable, c'est la GDIZ. Aujourd'hui, les gens forment à l'intérieur automatiquement. Tous ceux qui sont formés sont systématiquement embauchés. Donc ça, c'est une expérience qui est déjà en vue. Et à part ça, il y a beaucoup de discussions en vue comme ça pour pouvoir favoriser l'accès des apprenants. D'accord. Okay. Oui, Patrick Jossou. Oui. En fait, je voulais juste ajouter que lorsque le gouvernement a mis en place ce système, il a impliqué même les petits ateliers, même tous ceux qui sont responsables, disons, la corporation des mécaniciens, la corporation des menuisiers, des maçons, des couturiers, parce que tout le monde y est impliqué. Et il y a eu même un genre de certification pour chaque métier, chaque corps de métier. Quand on parle de certification, ce n'est plus, libération, le maître simplement est là, il fait libérer ou il appelle quelques-uns des siens. Non, il y a des diplômes qui sont institués. Je crois qu'il peut mieux en parler. Oui. Ça, je peux le préciser. Il faut dire que là, je pense qu'il parle de l'examen du certificat de qualification au métier, qui était mis en œuvre depuis un bon moment, mais déjà en 2019-2020, le dispositif qui était mis en place était un peu enrhumé. On n'a plus atteint les objectifs comme ça se devait. Donc, à partir de 2021-2022, on a fait une réforme de ce certificat. Donc, pas de la rénovation du certificat de qualification au métier, qui est porté aujourd'hui par la Chambre des métiers de l'Artisanat du Bénin, et vraiment, cela marche de façon parfaite. Donc, aujourd'hui, CQM a eu toute sa noblesse comme un diplôme national délivré par les instances de la direction des examens concours du ministère de l'enseignement secondaire. D'accord. Sur ce point, je voulais attirer l'attention. Oui, vous savez, je pense que de ce que monsieur Wassiou, je pense que c'est bien ça, monsieur Wassiou vient de dire, il faut comprendre qu'il y a 2 choses. Et ça nous permet de poser ce que peut appeler le diagnostic. Le premier, beaucoup de ces formés ne sont pas bien qu'ils aient détrôné tous les diplômes, licence, master, doctorat, tout ce qui va avec, ne répondent pas parfaitement aux besoins des entreprises. Première chose. Deuxième chose, la formation classique ne leur favorise pas une insertion entrepreneuriale, ne leur permet pas une certaine autonomie. Et troisième chose, par extension, c'est qu'il y a un état de surprise, un sentiment de surprise. Parce que durant tout son parcours, que cela soit académique, universitaire, tout ce qui va avec, il s'attendait à un emploi et soudain, il décroche son diplôme, on dit, écoute, l'emploi qu'on t'a tamponné, l'emploi pour lequel on t'a demandé d'être tout le temps premier de ta classe, major de promotion, ainsi de suite, d'avoir des certificats, cet emploi, tu ne pourras plus l'avoir, va créer toi-même. Mais il va créer sur la base de quoi? Il ne peut que créer sur la base du domaine dans lequel il a été formé. Mais est-ce que le domaine dans lequel il a été formé est pour lui un terreau fertile pour l'amener à booster sa créativité, à booster son imagination? Et le fait est là. Doit-on ce fait que beaucoup aient le master peut-être en comptabilité et qui vous disent je suis en train de faire la cordonnerie, que des gens aient la licence en marketing qui vous disent j'ai un salon de coiffure. Vous voyez, c'est un peu contradictoire, mais c'est le fait. Imaginez si on donnait la chance à ces derniers depuis le bas âge de s'orienter dans une filière professionnelle, de s'orienter dans une filière technique, ils auraient plus de talent sous les mains. Et donc aujourd'hui,
Le gouvernement fait bien, le diagnostic est bien trouvé. Un de ces jours, je suivais le ministre du cadre de vie, M. Didier Tonato, ce cadre bien émérite de notre pays, qui dit... Didier Tonato, oui. Et il dit, mais aujourd'hui, on lance des offres, mais on ne trouve pas de compétences. On lance des offres, on ne trouve pas de On compétences. l'a d'ailleurs vu avec le projet PSIE. Hein. Il y avait pas mal de postes, mais vraiment... il n'y a pas de les profils étaient là, mais ceux qui répondaient au profil n'étaient pas là. Il n'y avait pas de réponse. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un éventail de politiques, de moyens mis en place par, vous faites bien de citer, le programme PSIE, il y a le programme Azoli, il y a le programme H-Formation, il y a également le programme que vous évoquez, M. Wansio. Pour dire qu'aujourd'hui, loin de rester dans la théorie, loin de rester dans une projection, nous sommes dans la phase de l'action. Et cette action nous réconforte, nous qui prêchons l'évangile de l'entrepreneuriat, qui sommes des coachs en entrepreneuriat. Très bien, oui. Si vous permettez, je vais m'enchérir un peu par rapport à ce qu'il vient de dire. Il faut dire que pour le dernier examen du CQM, qui a priori est réservé aux non scolarisés ou bien aux dyscalculisés précoces, on a vu que le taux d'inscrits pour cet examen, plus de 70% avaient au minimum le niveau baccalauréat. C'est ça. Plus de 70% environ. Ça veut dire qu'ils ont décroché après. Ils ont décroché totalement. Voilà. Même il y a des masters qui viennent encore pour passer le CQM aujourd'hui. C'est pour dire aujourd'hui que la jeunesse est en train de comprendre. Mais c'est vrai, ensemble on a tous péché, puisque si très tôt, on a pris en place des dispositifs pour les autorités très tôt, ils ont compris. Mais là, ils sont partis, mais aujourd'hui, les gens comprennent tout petit peu et ils viennent aujourd'hui vers l'apprentissage proprement dit. Donc, mais est-ce qu'on a réellement péché? Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Exactement. On a besoin, dans notre société, on a besoin d'avocats. Oui. Dans notre société, on a besoin on a besoin d'enseignants. Oui. Dans notre société, on a besoin de... Voilà, c'est cet ensemble, en fait. Oui, c'est une réalité, madame la journaliste, je comprends très bien. Mais il faut dire, si c'était que très tôt, on avait mis en place une politique qui permettait déjà d'apprécier les besoins dans 5 ans, 10 ans du marché du travail déjà. Très tôt, on saurait déjà comment déjà régulariser nos offres de formation. Pourquoi on peut dire, on peut ouvrir une offre de formation, après 2 ans, 3 ans, on ferme l'offre, ne pas créer un surcharge sur le marché de l'emploi plus tard. Donc c'est une chose que les gens pourraient penser, mais déjà désormais, nous sommes en train de voir dans quelle mesure le faire réellement. Oui. Je voudrais... Un instant. Oui, allez-y. Justino? Vous savez, on a peut-être péché de par notre ignorance. On a peut-être péché de n'avoir pas été trop tôt prévoyant. Je vous explique. Dans une société, lorsqu'on voit la population, on peut pronostiquer sur les compétences. Pour une population de 10 millions d'habitants, on aura besoin, en ratio, de 10 000, 20 000, je ne donne que des chiffres, ce n'est que des exemples, de 20 000 avocats. On aura besoin de tel nombre de notaires, on aura besoin de tel nombre de comptables. Donc, c'est d'abord une ossature qu'on trace. C'est un schéma qui est bien tracé et en conséquence, on prévoit, parce que diriger, c'est prévoir dans l'avenir. Et on dit, dans 5 ans, notre population serait à tel niveau. Par conséquent, il faudrait encourager tel nombre de menuisiers, tel nombre de coiffeuses. Donc voilà, c'est ce qui nous a manqué en temps. Mais aujourd'hui, nous rattrapons un retard. Il faut le dire, nous rattrapons un retard. Mais ce retard, ce qui est tellement merveilleux dans ce rattrapage de retard, c'est les touches de modernité qu'on y apporte. Vous savez, pendant longtemps, on a une déconstruction mentale très, très, très stigmatisante des métiers comme couture, coiffure, et on dit que c'est ceux qui ne sont pas des lettrés, c'est ceux qui dressent, ceux qui portent des bosses d'illettrés. Je vais vous surprendre, Justino. J'ai toujours dit, à ceux qui veulent entendre, mes proches le savent, j'ai toujours dit que moi, Rachidat, j'aurai une maison de couture. Parce que c'est un métier à la base, franchement, qui me passionne. Et c'est vrai que je ne trouve pas encore le bon bout entre mes occupations quotidiennes et la formation à laquelle j'aspire, mais je sais une chose, c'est que ce métier, je l'apprendrai. Vous venez de m'avouer... Non, sérieusement. Vous venez de m'avouer l'essence de votre élégance. Oui. Donc vous tenez ça de votre passion. Ça se comprend. Mais bref, aujourd'hui, j'évoquais la touche de modernisation qu'on met dans ce rattrapage de retard. Autrefois, on estimait que c'est ceux qui portent des bosses d'illettrisme, ceux qui n'ont pas des chances de réussite dans le milieu scolaire, qui s'orientent dans la couture. Mais quand c'est aujourd'hui l'État qui organise des certificats, des examens, même pour cette catégorie, avec rigueur, sérieux. Avec tout le sérieux qu'il faut. Et ça nous rassure, nous, personne, vous ne devez plus voir quelqu'un qui dira je suis titulaire d'un CQM, je ne vais plus le regarder d'un œil bas. Exactement. Mais l'autre chose, ça crée une certaine découture avec
les traditions qui ne nous arrangeaient guère, notamment Oui, allez-y. ces patrons qui usaient de leur pouvoir, qui recevaient juste des apprentis et par commodité de voisinage, disent, bon, écoute, c'est ta fille, c'est déjà ma fille, trouve quelque chose, je vais lui donner le diplôme. Et nous en avons été peut-être victimes, vous remettez votre tissu à une couturière, mais couturière dit-elle, malheureusement, l'expertise n'est pas au rendez-vous, la satisfaction n'est pas au rendez-vous, parce qu'un temps, c'était au détour d'une conciliabule, d'une entente privée, qu'il a eu son certificat. Aujourd'hui, l'État régule beaucoup de choses. On peut ne pas aimer la gazelle, mais reconnaissons qu'elle court assez vite, et c'est au mérite du gouvernement. Oui. Et puis, il y a ce changement de mentalité aujourd'hui, même au niveau des parents. Au niveau des parents, on sent que tous les parents, enfin la plupart des parents en tout cas aujourd'hui, conseillent à leurs enfants d'aller vers l'enseignement technique et professionnel. Et la mentalité va jusqu'à reformater un peu même les gens, les artisans, on va dire. Moi, je vous dis, il y a un cordonnier qui est dans mon quartier, mais quand je vois le sérieux avec lequel il travaille, bon Dieu, je suis tellement admirative. Et je vous dis, il est tellement organisé dans son travail que... Mais quand vous allez là-bas, vous savez que ce n'est pas pour payer 200, c'est pas pour payer 300, c'est pas pour payer 1000 francs. Mais vous avez un reçu, d'accord? Vous payez des sommes allant de 2000 juste pour une simple chaussure. Mais il vous le fait avec soin. Il vous le fait, mais franchement, vous payez, vous payez ces sous, mais... Voilà quoi, avec beaucoup de plaisir, vous ne rechignez pas. Aujourd'hui, il y a que les gens ont pris conscience qu'il n'y a plus de métier de bas niveau. C'est aux acteurs même, déjà à leur niveau, n'est-ce pas, de donner, on va dire, de la valeur et de la grandeur à ce qu'ils font. Et je me dis, ça va aussi dans ce sens, n'est-ce pas, Patrick? Oui, ça va dans ce sens. Oui. Parce que nous, comme je l'avais dit à l'entame, je dis, il y a eu un moment où on se disait que c'était des métiers de bas niveau. Et on n'a pas pensé que ce qui était pratiqué, qu'on voyait, était plutôt ça, la vie. Et moi, j'accuse le système francophone. Le système anglophone n'a pas été comme ça. Le système anglophone apprend à faire tout en apprenant à mieux faire dans la tête. On apprend à le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-être en même temps que le savoir-faire. Le système francophone, c'est le savoir-être, et puis le mieux-être, c'est dans la tête, c'est la théorie. C'est cela qui a fait qu'à un moment donné, quand au Ghana, il y a eu des situations, les Ghanéens sont venus, on a connu quand on parle de shoemaker, c'était des Ghanéens, c'est pas des Béninois, c'est pas des francophones, c'était des anglophones. Aujourd'hui, c'est beaucoup toutes les nationalités. Secteur, oui, parce que en ce moment-là, et ceux qui venaient, ces Ghanéens qui venaient, ce n'étaient pas des illettrés, ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient rien, ils étaient totalement analphabètes. Non, ils étaient alphabétisés en anglais, ils étaient lettrés en anglais, mais on leur a appris de petites choses à faire. D'accord. Justement, oui? Patrick Yossou, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est la réelle porte de sortie? Ah oui, c'est la grande question aujourd'hui. Est-ce que c'est la réelle pour sortir du chômage des jeunes? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Pourquoi? C'est une grande porte de sortie pour partir du chômage. Mais lorsqu'on va finir par abandonner tout ce qui est, je dirais, théorie, on va se retrouver dans un système de robotisation. Des gens qui ne vont plus vouloir trop réfléchir, qui seront calés juste par rapport à ce qu'ils sont en train de faire de manière pratique, de manière technique. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il faut de la théorie pour accompagner cette pratique. Il ne faut pas qu'on oublie que tout ce qui est pensé, tout ce qui est bien pensé, tout ce qui est intellectualisme, accompagne et fait accompagner tout ce qui est manuel. Si on l'oublie, on va se retrouver en situation où on va avoir beaucoup de personnes qui savent faire et ils ne pourront pas, ils vont s'auto-détruire parce que tout le monde va vouloir faire la même chose. Et l'idée
de grandir, d'améliorer va finir par s'estomper parce qu'on va se dire oui, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme cela que ça... C'est cette peur-là que moi j'ai. Monsieur Kassaliou semble ne pas être d'accord avec vous. Oui, c'est vrai. Bon, Oui. pas totalement d'accord avec lui parce qu'il faut dire, selon moi, l'enseignement technique aujourd'hui et la formation professionnelle est aujourd'hui la porte de sortie du chômage des jeunes. Vous êtes ferme, totalement catégorique. sûr à 100%. Ouais. Oui, parce que le technicien, c'est pas que seulement il sait seulement faire ce qu'il y a à la pratique et qu'il n'a rien dans la tête. Aujourd'hui, les programmes sont conçus de sorte qu'on donne forcément une partie de connaissances théoriques aux apprenants et aussi une phase pratique. Maintenant, ce qui est dangereux là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir organiser notre marché de travail de telle sorte qu'on puisse identifier les besoins réels dans le marché pour savoir combien former pour une période donnée. C'est ça l'enjeu fondamental. Mais en quoi la formation peut-être technique pourrait peut-être avoir des limites, c'est au niveau de la capacité des entreprises à pouvoir recruter les jeunes. D'accord. On peut faire tout ce travail-là, mais si l'entreprise n'est pas en mesure de pouvoir recruter les jeunes, puisque aussi il faut avoir de la capacitation pour pouvoir recruter les jeunes, parce que forcément, derrière ça, il y a un salaire. Donc, il faudrait que l'entreprise aussi puisse avoir la capacité de recruter les jeunes et lui donner le salaire qu'il faut pour ne pas qu'il fasse mal ce qu'il sait faire. Donc, c'est deux enjeux. À part la formation des jeunes, on doit pouvoir avoir aussi une politique pour pouvoir faire vivre nos entreprises afin qu'après on puisse avoir une économie qui bouge réellement. Oui, et est-ce que vous me rejoignez dans une certaine mesure parce que ça veut dire que le jeune qui est formé, quand vous formez tout un nombre de jeunes qui savent faire la même chose, ils ne pourront pas tous travailler. Si le besoin, parce que si c'est le même besoin, si le besoin ne se crée pas, c'est pour cela qu'il faut tenir compte du marché et qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est encore l'intellect, c'est la tête qui va plus fonctionner. Oui. En réalité, vous savez, votre question, vous étiez en train de demander, est-ce que c'est vraiment la porte de sortie? Je voudrais nous renvoyer à une citation du président Patrice Talon, c'était le 22 décembre 2022, qui dit « Ne laissons pas les choses se faire toutes seules, accompagnons-les d'une dynamique. » C'est ça. Le Bénin, ce n'est pas pour le président. Lui, il est en train d'imprimer une marque, il est en train d'imprimer une dynamique. Il va partir, ça c'est certain, il n'y a même pas de débat autour. Cette question n'est plus d'actualité. Mais nous ferons de notre Bénin ce que nous voulons. Si nous voulons perpétuer, si nous voulons implémenter, si nous voulons consolider dans nos mœurs, dans nos conduites, dans notre sociologie, ces acquis que nous sommes en train d'avoir, cette ligne qu'il est en train de tracer, mais bravo, c'est à notre mérite. Vous en parlez même avec la gestuelle du président. Exactement. Là. Oh, mais écoutez, donc c'est donc une déformation. C'est à nous de le décider. Ouais. Et donc, tout ce que ces réformes, pour ne même pas être spécifique sur la réforme dans le secteur de l'éducation, ces réformes qui sont en train de pleuvoir aujourd'hui vont connaître leur prospérité. Oui. Ça va dépendre de nous. La balle est lancée, la ligne est lancée, ça dépendra de nous. Mais deuxième chose sur laquelle il faut insister, c'est que l'entrepreneuriat, nous sommes en train de sortir de l'amateurisme. L'amateurisme du j'aime, je fais. Non, j'aime, je me forme et je fais. C'est ça normalement le processus. Oui. L'amateurisme, c'est j'aime, je fais. Mais le professionnel, j'aime, je me forme et je fais. Et lorsque l'État apporte sa touche à la formation, donc il offre un boulevard, un tunnel à ces jeunes passionnés, talentueux, de prendre par la formation pour atteindre le talent, le standard social. Mais il y a quelque chose que nous n'oublions pas, et c'est peut-être ça la limite à cette réforme, ou je dirais plutôt à cette dynamique en place, c'est les jeunes eux-mêmes. Ouais. Lorsqu'il y a le métier, et il y a le business. Celui qui a à faire la coiffure, il y a le métier. Il a sous la main le métier de coiffeur ou de coiffeuse, mais il y a le business. Et c'est le côté business qui va se reposer sur le modèle économique. Et ça, c'est haute paire de manches. D'accord. Il a la compétence, mais est-ce qu'il sait vendre sa compétence? Ça, c'est haute paire de manches. Et l'entrepreneuriat s'invite là. L'entrepreneuriat s'invite là à travers ces 5 niveaux. L'idéalisation, la planification, la programmation, l'action et l'évaluation. Et il faudrait que, et c'est derrière ça qui nous légitime, nous, dans la société, nous qui sommes coachs, nous qui accompagnons les jeunes dans le management, le coiffeur ne sait pas les rythmes, ne connaît rien du management d'entreprise. Donc, il faudrait qu'il y ait un appui derrière pour lui dire, ben c'est vrai, tu es compétent, tu as ton métier, mais pour l'implémenter, pour vivre ça, si tu ne veux pas aller être recruté dans une entreprise en tant qu'entrepreneur, voici les inputs, les soft skills
supplémentaires qu'il te faut. Mais s'ils se fondent juste sur son certificat, mais écoutez, nous ne sommes pas encore à la porte de sortie. D'accord. Alors, Monsieur Kessaliou, aujourd'hui, il y a un réel décollage. Il y a que... tout le monde est d'accord, Oui. c'est sûr. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais s'il y a un problème aujourd'hui qui bloque encore, c'est le coût de cette formation aujourd'hui. Quand on compare avec l'enseignement général, c'est un peu plus cher. Aujourd'hui, il faut débourser quoi en moyenne, je pense que le minimum, ça doit être 80 000. Entre 80 et 120 000 et bien au-delà pour se faire former. Ça reste encore inaccessible à pas mal de parents. Oui, il faut dire que votre préoccupation est vraiment une préoccupation majeure. Chaque jour, nous y réfléchissons tous les jours à la direction, aussi bien au ministère. Ouais. D'abord, à titre d'illustration, au Ghana, par exemple, la formation professionnelle est faite à 0 francs du début jusqu'à la fin. Oui. Mais nous comprenons que le Bénin, nous sommes un peu limités en matière de ressources. Ouais. C'est seulement les impôts qui nous permettent d'avoir un peu de ressources chez nous, si on n'a pas de sous-sol. Ouais. Mais pour cette question, il faut dire que tous les jours, nous réfléchissons à comment faire pour vraiment pallier, pour vraiment assouvir un peu les choses. Tout va bien. Si bientôt, avec les lycées techniques agricoles, qui seront des entreprises aussi à part entière, que l'établissement lui-même génère des ressources, on pourra voir dans quelle mesure il faut réduire les coûts des contributions des apprenants. Aussi, on fait des efforts surtout pour les femmes. Notamment dans nos lycées aujourd'hui, les femmes sont subventionnées à hauteur de environ 40% des frais de scolarité. Voilà pourquoi vous avez parlé de 80 000 francs tout à l'heure. Donc voilà un peu tout ce que nous faisons. C'est un enjeu majeur. Nous y réfléchissons. Et pour penser à ça, il faut dire aussi que nous pensons aujourd'hui à mettre en place un véritable mécanisme de financement de l'UFTP. Ouais. Parce que ça n'existe pas. Parce que sans ça, on a beau construire des lycées. Oui, le chantier est ouvert déjà, nous y travaillons. Et nous allons voir dans quelle mesure mettre en place un mécanisme de financement de l'UFTP où vraiment ça pourrait subventionner d'une manière ou d'une autre le poids aux parents afin qu'on puisse envoyer facilement les apprenants à l'école. Si tout va bien, ce mécanisme sera opérationnel déjà en 2025. À titre expérimental, on pourra voir ce qu'il faut faire dans ce sens-là. Oui. Voilà. J'espère que les populations aussi vont accepter, accompagner, parce que quand vous étiez en train de parler, cela m'a rappelé, je ne vais pas citer la localité où il y a une université qui est, un lycée plutôt, pas une université, un lycée qui est installé où les populations aux alentours ne s'intéressent pas du tout à ce qui est installé dans leur localité. Ce n'est pas leur problème qu'il y ait un lycée agricole ou un lycée... Non, parce que les gens, ceux qui viennent là, viennent d'ailleurs. Et pour les populations, ce sont les riches qui envoient leurs enfants là. Il n'y a pas de situation pour que ces populations puissent... Je crois peut-être que... C'est une réalité. Mais pour la question du financement, il faut dire que c'est vraiment une question majeure. Et pour ça, nous sommes en train de réfléchir tous les jours. Oui. Mais si tout va bien avec le mécanisme de financement, on pourra d'une manière ou d'une autre subventionner les formations pour quand même faciliter aux parents d'envoyer les apprenants à l'école. D'accord. Donc le gouvernement y pense parce que... c'est important, hein, oui. C'est important. Il y en a qui veulent bien. Oui. Il y en a qui veulent bien, mais qui n'en ont pas les moyens. Qui n'en ont vraiment pas les moyens. Moi, je connais pas mal de parents qui veulent bien le faire, mais qui n'ont pas de moyens, qui sont obligés de solliciter des aides. Il y a le coût de la formation, et puis il y a le matériel qu'il faut acheter parfois, le matériel aussi. Oui, tout ça, nous le savons très bien, Nous y réfléchissons, parce que c'est quand même compliqué. Mais je suis sûr qu'avec le mécanisme de financement, parce que là, lorsqu'on pourra mobiliser des ressources nous-mêmes, à travers les collaborations avec le secteur privé ou autres, facilement on pourra réduire de façon sérieuse quand même le coût de la formation pour faciliter aux gens de pouvoir aller à l'école. Il y a le coût de la formation, mais il y a aussi les opportunités en termes de concours d'entrée. Oui, là aussi, on le fait aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant, il faut le dire, parce que chaque année, on a des boursiers que nous envoyons dans nos établissements, et là, ils ne payent rien. Donc l'État prend en charge la formation à près de 320 000 francs en totalité. Ouais. Mais nous sommes en train de voir comment augmenter le nombre de boursiers désormais pour pouvoir faciliter aux apprenants, pour pouvoir accéder aux différentes offres de formation. Nous y pensons vraiment. D'accord. Oui, Justino ? Non, je voulais réagir ou donner mon apport sur la question du coût. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime à dire, beaucoup ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais il faudrait qui s'excuse s'accuse. J'aurais bien voulu, mais c'est à cause de l'argent. J'aurais bien voulu, mais Justino, la nature ne nous a pas tous dotés. Vous savez, des mêmes moyens. Des mêmes moyens, reconnaissons-le. Il faut quand même commencer par tenir un langage et commencer par le dire tout haut. Cela, il va de notre bien. Ce n'est pas pour me démotiver. Commençons par
être des vrais résilients. Ça m'a plu, mais je n'ai pas les moyens. C'est trop facile de le dire. Je m'en arrête juste là parce que je dois commenter, je vais donner des exemples sur moi-même. Il y a des choses que je n'aurais pu jamais faire parce que je dis « Ah, c'était trop cher ». Mais j'ai pu trouver quand même les contours qu'il faut pour y arriver parce que la volonté donne toujours un chemin. Bref, mais M. Diossou parlait de l'aspect de l'impact du point de vue communautaire. Oui. Depuis quelques jours, je suis revenu juste de Kétou hier dans le cadre de la rencontre des leaders communautaires dirigée par la plateforme. Et je fais un clin d'œil à Sa Majesté Dada Dagbo Kounoukounan II qui a conduit avec maestria à cet atelier. Bref, nous voyons, moi ce que j'ai vu à Kétou durant mon séjour, c'est que les eaux rurales, telles qu'on voit à Cotonou, comme ville métropole, tout le monde voulait venir à Cotonou. Non. Aujourd'hui, il y a une université à Kétou, il y a des jeunes qui quand même commencent par donner de l'attention aux potentialités, aux ressources de leur milieu, et cela permet de limiter, de mettre fin au phénomène de l'aide rurale. Ça, il faut le dire également. Aujourd'hui, grâce à la formation technique, vous voyez des gens qui sont à Cotonou, mais qui délibérément... Moi, mon jeune frère, même pas mais et lui ne veut pas rester à Cotonou, il a fait l'agronomie, mais il est dans son Banikwara, il préfère rester là-bas pour développer son activité. Vous voyez, donc, aujourd'hui, nous sommes en train de redonner, de nous replonger, de voir toute notre attention, de réadmirer, de recontempler ce que nous pouvons faire dans nos communautés en se faisant venir à Cotonou. Croyez-vous que le recours à l'enseignement technique et aux formations professionnelles est la solution ultime face au chômage dans notre pays? Nous vous avons posé cette question et vous y avez répondu. Maurice Tonton nous rejoindra sur ce plateau. Il nous dira ce que vous en avez dit. Bonjour Maurice. Bonjour Rachidat, bonjour à tous et bonjour à toute. La question du jour de ce jeudi, vous venez justement de la rappeler et il faut dire que nos amis internautes ont réagi à cette interrogation et ce que je retiens essentiellement de leurs commentaires, c'est que effectivement le recours à l'enseignement technique et aux formations professionnelles peut donc être un levier pour tout au moins réduire le chômage, notamment au sein de la couche juvénile. Il y en a quelques-uns qui ont également expliqué qu'il ne suffit pas uniquement de recourir à ces formations, mais l'écosystème, disons, économique de notre pays même doit être dynamique et s'adapter aux besoins réels du marché pour réduire effectivement le chômage. On va donner lecture rapidement de ces quelques commentaires. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par X, la plateforme anciennement appelée Twitter. Là-dessus, on a un commentaire ce matin, c'est Rock Tinkpon qui a laissé un commentaire sur X qui écrit « Ce sont donc des savoir-faire. Lorsqu'on vous retire le stylo, les débouchés vous donnent la capacité qu'il faut pour être à votre propre compte et en aucun cas au chômage. Exemple, il n'y a jusqu'aujourd'hui aucune école digne de formation en conduite de machines de BTP chez nous. C'est un constat que cet internaute l'a fait dans son commentaire. On va maintenant aller du côté de Meta, de Facebook, si vous préférez. Koumassa Maurice nous écrit « Le recours à l'enseignement technique et aux formations professionnelles peuvent donc bel et bien réduire le taux de diplômés sans emploi lorsque les curricula de formation sont revus pour être plus pratiques, contrairement à ce qu'ils sont aujourd'hui, puisque les gens, selon lui, sortent techniciens professionnels ou agronomes sans être en mesure de démarrer une machine de travail eux-mêmes. Parfait, Zinvo Edo va à peu près dans le même sens en nous écrivant que l'enseignement technique et les formations professionnelles sont un levier important pour réduire le chômage, notamment en offrant la possibilité à certains de devenir autonomes en créant leur propre emploi. Cependant, écrit-il encore, malgré ces opportunités d'auto-emploi, le chômage persiste parmi les diplômés de ces filières. Sans une économie dynamique, l'enseignement technique ne peut à lui seul éradiquer le chômage. De plus, dans certains contextes, ces formations sont souvent perçues comme moins prestigieuses, ce qui en diminue l'attrait pour les plus jeunes. On va terminer avec le commentaire de Roland Caliste Boko, toujours sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Il nous écrit que l'enseignement technique et les formations professionnelles peuvent être l'une des solutions contre le chômage.
il y a une pléiade de palliatifs, mais tout dépend des curricula de chaque pays. Chaque pays donc a ses axes de développement et les programmes de formation doivent être dynamiques, parfois flexibles. Que dire des gens ingénieux qui réussissent sans aucune formation préalable? S'interroge Roland Caliste-Bocco qui dit « Ils sont altruistes et savent saisir les opportunités qui s'offrent à eux. » Voilà. Ma chère Rachida. De très belles interventions, hein, ouais, franchement, des interventions de qualité. Voilà. Merci de nous avoir fait le tri. On remercie surtout Maurice, nos amis internautes qui réagissent chaque jour sur la question du jour sur nos différentes plateformes. Merci pour votre fidélité. Maurice, on se retrouve demain, n'est-ce pas? Absolument, on se retrouve demain. Voilà pour une autre question du jour. Alors, Monsieur Kassaliou, je vous voyais prendre des notes avec, des notes avec grand sérieux. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de nos internautes? Je vois que nos internautes vraiment maîtrisent le dispositif, ils connaissent le système, parce que nous avons un enjeu fondamental, ce sont les offres de formation qui ne couvrent pas tous les métiers de notre économie. D'accord. Et pour ça, c'est important pour nous qu'on puisse rapidement élaborer les curricula de formation pour pallier à ce genre de choses. Ça, c'est un aspect. Et il y a aussi le second aspect, c'est qu'aujourd'hui, nos curricula de formation ne sont pas tous à la hauteur des enjeux actuels du marché. Et là aussi, on a mis en place un vaste programme de relecture des curricula de formation qui va s'étendre sur 2 à 3 ans. Donc, c'est sûr qu'on aura bientôt des curricula vraiment adaptés à chaque métier de l'économie nationale. Tout se fait de façon méthodique, étape par étape, step by step, c'est ça, non? Et je voulais vous rassurer, parce que vous voulez faire, je pense, la couture, c'est ça si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Couture, il faut dire vous avez là une grande styliste en devenir. Je vois, franchement. Je vais vous rassurer, vous avez aujourd'hui des dispositifs, malgré vos occupations, à la télé ici, pour vous permettre de pouvoir faire la formation facilement. D'accord. On va en parler au plateau, n'est-ce pas? Je vais prendre. Rachid Fashion. Oui, Rach Design, Rach Feeling. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. C'est un sujet très intéressant et nous ne manquerons pas de dire qu'actuellement, il se tient au Palais des Congrès les premières journées, n'est-ce pas, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On voit combien c'est vraiment la priorité des priorités, j'ai envie de dire. Et comme l'ont dit pas mal d'internautes, ce n'est pas la seule solution, mais c'est l'une des solutions parce que c'est plein de choses en tout cas à mettre en œuvre pour que ce secteur-là puisse vraiment décoller. Voilà, on veut plus de menuisiers, oui, parce qu'on en a besoin dans notre société. Oui. On veut plus d'ingénieurs, on veut plus d'informaticiens, on veut plus de mécaniciens, on veut plus de coiffeuses, on veut plus de couturières. Voilà, on veut plus de tout ça. Oui, qui soient vraiment compétents, oui. Mais j'ai très rapidement, que les internautes ont parlé également de l'aspect économique. Et il faudrait également dire qu'aujourd'hui, il y a l'après-formation. C'est vrai, là, nous parlons de la formation, mais il y a l'après qui est décliné à 2 niveaux. Il faut insister là-dessus. Si vous finissez la formation, vous faites l'option de l'employabilité, il y a la NPE qui est là, à travers ces programmes PSIE, Azoli. Et si vous voulez faire l'option de l'entrepreneuriat, il y a la DPME qui est le guichet unique d'accompagnement des entrepreneurs qui est également là, à travers ces projets, le projet PAEL, le projet Riser et plein d'autres choses. Donc, tout est mis en place. Les journées de l'entrepreneuriat, c'est du 13 au... Rappelez-nous ça. De l'enseignement, pardon. Voilà, c'est du 9 au 13. Du 9 au 13. C'est demain la clôture. Et nous invitons toute la population de Cotonou à venir prendre part. Il y a des belles choses qui se passent sur là. Sur place, on peut avoir des renseignements sur les métiers. Les offres de formation. Vous allez voir tout ce qu'on fait dans nos établissements de très formidable. Et c'est vraiment séduisant. Faites-y un tour, vous ne serez pas dessus. Merci, monsieur Wassiou Kassaliou. Merci pour cet apport significatif au débat de ce matin. Je sens que vous allez revenir par ici. Ce sera désormais votre famille. Merci, Patrick Diossou. On est ensemble. Justino Vieira, ce sera tout pour le débat du jour. Chers amis téléspectateurs, eh bien, vous êtes toujours sur 5-6-7 matin. C'est votre matinale. On prend un invité avant de se dire au revoir. Je ne sais pas si vous êtes un passionné de la biodiversité, si vous êtes amoureux de la nature. Eh bien, cet événement... vous plaira à coup sûr. On la retrouve juste après ceci.